Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Club Média 7. Les dysfonctionnements survenus dans la construction du siège de l'Assemblée nationale, la mise en place d'une flotte de taxis dans les grandes villes béninoises et l'élection aux États-Unis de Donald Trump. Voilà l'essentiel de ce qui fait l'actualité de la semaine qui s'écoule. Une actualité que nous allons décortiquer avec des journalistes que je reçois. Paul Emerico Adiovi, bonsoir Paul. Bonsoir. Vous êtes journaliste au quotidien Le Matinal, ancien directeur de publication, et en face de vous, Eugène Alosopo. Eugène, bonsoir. Bonsoir Mesmer, bonsoir aux amis téléspectateurs. Voilà, vous êtes journaliste au quotidien Radio Soleil FM. Soleil FM, voilà, merci. Alors donc, avant de décortiquer l'actualité, nous allons suivre la revue de presse. La revue est signée cette fois-ci Serge Senandé Ayaka. L'affaire de la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale refait surface. Elle était inscrite au nombre des 11 dossiers majeurs examinés au cours du Conseil des ministres du 4 novembre 2016. Décision prise, évaluer le chantier. Au cours d'une conférence de presse qu'ils ont conjointement animée, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable et son homologue de la justice ont apporté des clarifications sur l'audit commandité. Lancé le 14 novembre 2008, rappelle l'événement précis, et ce pour une durée contractuelle de 2 ans et d'un montant prévisionnel de près de 19 milliards de francs CFA, les travaux n'ont toujours pas abouti. À l'avènement du gouvernement du nouveau départ, le ministère en charge du cadre de vie a mis sur pied un comité ad hoc pour évaluer au plan juridique, technique et financier l'exécution des travaux de construction du nouveau siège. La démarche du gouvernement, poursuit le matinal, vise à éclairer l'horizon judiciaire, savoir où l'on va et savoir surtout comment y aller. C'est un dossier scabreux, écrit l'autre quotidien, qui fait un zoom sur les dysfonctionnements du dossier. Mon confrère parle, entre autres, de la non-maîtrise du coût et du délai d'achèvement du projet par le maître d'ouvrage délégué, l'existence de travaux non attribués jusqu'à présent, un trop perçu de plus de 150 millions de francs CFA par le maître d'ouvrage délégué sur ses honoraires, 1,4 milliard de francs saisis par la justice suite à une plainte et bien d'autres. Ce sont là les motifs de la suspension du chantier par le gouvernement, placarde en manchette La Nation. Il autorise le ministre du Cadre de vie et du Développement durable à suspendre le mémorandum d'entente et la convention signée entre CERO-SA et l'État béninois en attendant les conclusions et recommandations des audits. Le gouvernement prend ses responsabilités, soupire le progrès. L'autre dossier dans lequel le gouvernement semble prendre également ses responsabilités, c'est celui relatif à la circulation urbaine, avec la mise en place d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin. La Nation qui donne l'information rappelle que c'est une initiative à 2 volets et qui vise à améliorer la mobilité urbaine tout en contribuant à la promotion des artisans, propriétaires, conducteurs. Elle relancera, poursuit le journal, la circulation urbaine de taxis, fera augmenter l'offre de qualité en matière de transport et accompagnera le développement touristique. Suffisant pour que le potentiel écrive que le gouvernement œuvre pour la modernisation du trafic urbain et le progrès de voir les villes béninoises bientôt aux standards internationaux. Les taxis-villes sont de retour, se réjouit mon confrère. Le projet ressuscite, dit-il, une pratique des années 60 et 80 fortement saluée qui va contribuer à la réduction du réchauffement climatique en réduisant les gaz d'échappement. Séduit, le journal La Priorité décerne des lauriers au président Talon qu'il nomme par ailleurs premier éco-citoyen béninois. Mais attention, tempère l'économiste, avec ce projet, les EM seront bientôt en difficulté, car même si le projet met l'accent sur le recul de la pollution, l'amélioration de l'environnement urbain ou encore le rayonnement des villes, le gouvernement doit voir l'aspect social avant sa mise en œuvre. C'est la mort programmée des EM, enfonce le confrère de la matinée. Le gouvernement, écrit-il, envisage un projet qui va mettre sur le carreau des milliers de conducteurs de taxi-moto. Question de mon confrère, le citoyen béninois dispose-t-il d'un pouvoir d'achat pouvant lui permettre d'utiliser un tel moyen de transport? Réponse de fraternité, ce sont les taxis de l'illusion, car avant qu'ils se mettent au travail, il faudra régler le problème des voies et doter nos villes d'un réseau routier qui réponde aux exigences du 21e siècle. La précipitation peut entraîner le flop ou l'impasse et pousser à un nouveau rétropédalage, avertit le journal. En attendant cette réflexion, le président Talon est dans le septentrion. L'information a fait le chou gras des quotidiens ce vendredi. 4 vérités informent que
Patrice Talon est à Parakou, Séméré et Djougou. C'est une visite qui sonne comme une opération de charme aux yeux de le confrère de la matinée. Mais pas si vite, rectifie le matinal. Les enjeux de la tournée de Talon sont nombreux. D'une part, détaille le journal, cette tournée rompt avec l'immobilisme et vient rassurer les Béninois que leur président est aussi sur le terrain. Et d'autre part, la tournée vient mettre le peuple en confiance. En tout cas, le président ira aussi à Séméré, où il tentera un apaisement après les récentes tensions. Il y sera surtout pour consolider la paix, rassure l'événement précis. Pêle-mêle à présent dans les journaux, l'opération de déguerpissement des trottoirs est lancée. Info, La Nation. Didier Tonato et les autorités administratives ont marqué tous les édifices réalisés sur les domaines publics et averti que le 2 janvier prochain, la ville de Cotonou devra présenter le visage d'une capitale débarrassée de baraques et autres installations qui empiètent sur le domaine public. Gestion des audits commandités par le gouvernement, les résultats transmis au procureur. La publication des résultats sans la démarche judiciaire pourrait les exposer, car un audit n'est pas une enquête judiciaire, titre à la une, le matinal. Terminons par ce braquage à l'agence Move de Savalou. Le télégramme révèle qu'une femme a été blessée et qu'un important butin aurait été emporté. Les individus, que dis-je, les malfrats ont ouvert le feu, ils ont maîtrisé la dame et emporté le butin. Ils se sont simplement retirés sans être inquiétés. Merci à vous et bienvenue au club. Merci Sénadé, Serge Ayaka. Eugène Alosupo, le siège de l'Assemblée nationale reste en chantier 7 ans après. Comment comprendre cette situation? C'est malheureux, c'est dû à la corruption. C'est simple. On a suivi les étapes de ce dossier. En temps, plusieurs ministres se sont succédés pour expliquer, encore sous le président Boniaï, les tenants et les aboutissants de ce dossier. Comment expliquer que depuis 7 ans, on n'a pas pu avoir un siège de l'Assemblée nationale qui puisse être digne de l'institution? Ça durait normalement 2 ans. Ça devrait durer 2 ans, mais peut-être que le mal est parti de l'origine. Vous savez, il y avait une polémique autour de l'architecture même de cette infrastructure. Il y avait 2 architectes qui étaient en conflit et finalement, on a estimé que le premier a estimé qu'on a remis l'ouvrage au deuxième. On a en son temps ressassé les arguments pour se justifier sous le ministre Ndégbessi en ce moment. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir cette infrastructure. Je suis heureux que le gouvernement puisse sortir un pan de l'audit qui nous dit qu'il y a mal donne financière. L'essentiel, c'est de retrouver ceux-là qui sont les auteurs de ces mal donnes-là, quitte à ce que l'on puisse voir clair. Ce n'est pas normal qu'une institution comme le Parlement ne puisse pas avoir un siège depuis 7 ans et il faut quand même qu'on s'interroge sur ce qui s'est passé. Certainement qu'il s'est passé des choses qui ne sont pas normales. Oui, il faut qu'on s'interroge. Paul, à quand le bout du tunnel? Quand le bout du tunnel, disons que remettons-nous qu'on appelle à l'audit que le gouvernement vient de demander pour emprunter dans le même sillage que mon vis-à-vis pour dire que ce projet a été lancé en 2009, si on se rappelle, et puis vous l'avez dit, c'est pendant 2 ans, en 24 mois, qu'on devait avoir donc l'Assemblée nationale. Enfin, le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Depuis lors, ça n'a pas été fait. En 2008. Depuis 2008 ou bien 2009 2008. 2008. Donc, oui. Depuis 2010, on devait donc avoir le siège. Oui. Jusqu'à présent, on ne l'a pas eu. C'est le ministre Ndégbessi qui avait lancé ça. Vous vous rappelez que cette affaire l'avait rattrapé. Il a dû donc, on l'a dû donc le mettre en congé par rapport au gouvernement. Il est revenu. Après, lui, le ministre Aranzo Blaise est arrivé. Et après Aranzo Blaise, le ministre Soumouto est arrivé. Et il y a eu plusieurs audits. Oui, et il y a eu plusieurs audits. Aujourd'hui, le mémorandum d'entente est signé entre le gouvernement et CERO-SA. Le mémorandum d'entente et la convention signée donc entre le gouvernement et CERO-SA vient d'être suspendu par le gouvernement. Oui, le gouvernement a donné les raisons de cette suspension. Comme quoi, il y a eu un trop perçu par rapport entre le gouvernement et le CERO-SA. N'oubliez pas que l'ancien DG du CERO-SA, M. Seibou Moko, si je ne m'abuse, le gouvernement a donné les raisons. C'est pour des faits de clarification. A été interpellé par rapport à ce dossier, a fait pratiquement près de 20 mois en prison avec l'entrepreneur qui a fait les grosses œuvres, le Marocain Abdelkader Moutaïb.
Et que après ça, donc le gouvernement donc a pensé donc avoir un mémorandum avec cette structure semi-publique pour pouvoir qu'on appelle conduire le dossier. Mais ça fait que le gouvernement a constaté qu'il y a eu un trop perçu par rapport à ce protocole d'accord. Et donc le nouveau gouvernement a pensé qu'il faut mettre les choses à plat pour pouvoir donc relancer. Parce que justement, pour pouvoir relancer et donc donner aux députés un siège digne de ce nom, il faudrait que le gouvernement qui est là actuellement puisse donc mettre les choses à plat et voir clairement. Et c'est donc ce qui justifie le fait que le gouvernement a demandé qu'il y ait un audit et pour pouvoir donc aller de l'avant. Parce que n'oubliez pas que dans ce dossier, l'État béninois est pratiquement plongé parce que celui qui avait les grosses œuvres, je vais parler du Marocain qui avait les grosses œuvres, a signé l'État et nos juridictions béninoises donc lui ont donné raison et l'État béninois est condamné à payer près de 32 milliards, si je ne m'abuse, à celui-là. Donc vous n'avez, c'était une somme colossale et le gouvernement l'administration étant une continuité pour pouvoir donc faire face à cette décision de justice, étant donné qu'on tombe dans un état de droit, il faudrait que donc le gouvernement qui est là actuellement puisse voir clair avant de pouvoir donc se relancer. Voilà, un audit est demandé, la lumière sera faite, mais à quelle fin? La question se pose d'autant que les audits ne sont pas publiés. Un audit aux fins de situer les responsabilités. Nous voulons savoir en tant que citoyens ceux-là qui ont mis en poche l'argent public. C'est exceptionnel de comprendre que dans un État, on ne puisse pas accélérer les choses, quitte à ce que le citoyen qui est à Parakou puisse savoir ce qui s'est passé. Lorsque vous passez là, ça appelle les attentions. Lorsque vous passez par le pont pour aller à Porte-Nouveau ou vous venez de Porte-Nouveau, ça appelle les attentions. On appelle ça peut-être à tort ou à raison, le musée de la corruption. Il faut qu'on puisse situer les responsabilités. Et situer les responsabilités, nous devons savoir ceux-là qui sont... Maintenant, la procédure judiciaire doit être enclenchée. Et cela dit, il faut nécessairement que le gouvernement puisse être entreprenant. Ce n'est qu'une étape dans le lot d'audits qui aurait été fait. Il faut que nous puissions savoir clairement ce qui s'est passé et que le choix de ces audits ne soit pas sélectif, parce que c'est un défi principal pour le gouvernement. Vous savez qu'il y a eu des audits. Oui. Le gouvernement a des audits, mais qu'il n'a pas publié. Il appartient au gouvernement, de distiller ces audits selon sa convenance, c'est évident, et selon un rythme déterminé. L'essentiel, c'est de ne pas être sélectif à tout bout de champ. Parce que Jobberoun dit qu'un audit n'est pas une enquête judiciaire. Je suis d'accord. Vous permettez que je vous dise, par rapport aux audits, là. Oui. Vous savez, un audit est commandité par une autorité. Tout à fait. Et l'autorité qui commandite un audit en fait ce qu'elle veut. Et donc, la structure qui fait l'audit ne rend compte qu'à l'autorité, qui donc en dispose comme elle l'entend. Dans le cas d'espèce, les audits, le gouvernement dit les avoir transmis à la justice. Donc, au procureur. Quitte à la justice. Donc, quitte à la justice donc, de jouer son rôle et pour qu'au bout du tunnel, les populations puissent être informées de qui a été fautif à quel niveau que ce soit. Donc, je voudrais que la population puisse se calmer et savoir que celui qui commandite l'audit, c'est lui qui en fait ce qu'il veut. Et c'est vrai, je peux confirmer ce que vous avez dit ou ce que le ministre de la Justice a dit. Un audit n'est pas une enquête judiciaire, ce n'est qu'une enquête administrative qui aide la procédure judiciaire à aller au bout de son œuvre. Ça va de soi, à partir du moment où nous avons dit que nous sommes dans la rupture. Et la rupture, cela suppose que nous tournons dos aux anciennes habitudes. L'ancienne habitude consistait à ne pas rendre public ces audits. Maintenant que nous sommes dans la rupture, nous avons l'obligation de rendre public ces audits, quitte à ce que l'impunité cesse. Oui, non, il y a eu plein je reviens pour que je dise là. Je dis une fois encore, l'audit, c'est l'autorité qui commandite l'audit, qui sait à quelle fin elle a commandité cet audit-là. Le peuple a le droit de savoir. Le peuple va le savoir quand la justice décidera de nous dire quel est le chemin à suivre par rapport au contenu de l'audit. Est-ce que le gouvernement béninois n'a pas de pression? Pression par rapport à qui? Je ne sais pas. En tout cas, de mon point de vue... C'est à vous de me le dire. Non, moi je ne suis pas l'autorité qui a commandité l'audit. Vous êtes dans les secrets des dieux. Non, je ne suis pas du tout. Je ne suis pas membre du gouvernement. Vous êtes proche du gouvernement. Pardon? Vous êtes proche du gouvernement. Proche du gouvernement? Bien sûr que oui. Vous avez vu cette étiquette ce matin. Vous avez travaillé avec le gouvernement. Ah bon? Tout à fait. Je suis qu'on appelle une composante de la population béninoise, comme vous dites, et mon vis-à-vis. Donc je pense, et je le dis une fois encore, que l'autorité qui commandite l'audit, c'est elle qui sait à quelle fin
Elle a commandité cet audit-là. Laissez-moi préciser qu'il y a eu beaucoup de dysfonctionnements dans ce dossier. Je vais les citer un peu. Oui. La non-maîtrise du coût et du délai d'achèvement du projet par le maître d'ouvrage délégué, c'est ça. L'existence de travaux non attribués. Un trop perçu de plus de 150 millions de francs CFA par le maître d'ouvrage délégué sur les honoraires. 1,4 milliard saisis par la justice suite à une plainte et bien d'autres problèmes. Ce sont là les motifs de suspension du chantier. Vous êtes d'accord avec moi qu'un gouvernement responsable, devant autant de dysfonctionnements, doit pouvoir donc demander qu'on mette les choses à plat et voir clair. Et donc demander un audit. Et donc cet audit... Peut-on endiguer véritablement ces mots pour que le peuple espère en l'avenir? Je crois que c'est dans cette dynamique que le gouvernement est en commanditant l'audit. Pour que le peuple puisse véritablement savoir ce qui s'est passé. Et n'oubliez pas que le ministre de la Justice et puis le ministre du cadre de vie, les deux ont donné une conférence conjointe cette semaine-ci et nous ont révélé qu'il y a des marchés qui ont été attribués alors que des marchés qui devaient être attribués donc du moins quand les gros œuvres seraient terminés. Et donc, je ne vous en dis pas plus. Il y a des gros bonnets qui sont concernés. Et je crois qu'en son temps, on saura la vérité. Ce n'est pas une question de gouvernement responsable. Le gouvernement normal doit faire en sorte que nous puissions voir clair dans ces affaires. On nous a parlé ici de Sensad, on a parlé des espaces publics qui ont été achetés à vil prix par des citoyens béninois. Le gouvernement, avant sa petite, a dénoncé tout ça. Mais il y a des choses qui exigent que la dénonciation aille vite. Il faut que nous changions. Nous avons parlé de nouveau départ, nous avons parlé de la rupture. Cela ne doit pas être que verbal, cela doit s'accompagner d'actes, de méthodes, et chacun a son rythme, c'est évident. La rupture, de mon point de vue, le nouveau départ a de la méthodologie. On a fini avec la gouvernance de fanfaronnade ou bien de gouvernance de pan. Il y a de la méthode. En tout cas, de mon point de vue, de ma position, ce que j'observe, ce gouvernement-ci veut donc nous mettre dans une nouvelle dynamique de gouvernance. Oui, je voudrais vous dire que ce chantier coûtera 4 fois le coût initialement retenu. Est-ce que ne vaut-il pas la peine de laisser tomber ce chantier comme l'avait souhaité le président Yahya Boni, rebaser un autre projet, identifier un autre site et reprendre tout à zéro? Non, ça va coûter trop cher à l'État. Et n'oubliez pas que vous avez tantôt évoqué le président Yahya Boni qui avait... Plutôt que de dépenser 4 fois le coût initialement prévu. Dans une euphorie ou, je ne sais pas moi, excusez-moi le terme, dans une non-maîtrise du choix, avait dit que, écoute, ce dossier-là, il faut rendre ce même gouvernement, celui du gouvernement Yahya Boni. Écoutez-moi, ce même gouvernement de Yahya Boni a commandité des audits au bureau Veritas qui a constaté que l'ouvrage tient bon et c'est sur un site qui peut véritablement accueillir l'ouvrage là. Vous vous rappelez très bien. Donc, c'est ça qui a valu, aux Marocains qui avaient eu les grosses œuvres et à l'ancien DG de Serosa, donc d'être élargis par la justice. Sinon, qu'ils avaient été, internés à la présence civile de Cotonou. Donc, il y a eu une expertise et une contre-expertise qui confirme que l'ouvrage a été réalisé sur un bon site et que ça tient bon. Voilà. Non, même question. Il faut dire qu'il y a mal d'ordre. Et je suis d'accord avec vous si on doit affecter ces infrastructures à autre chose. Parce que c'est dédié à l'Assemblée nationale. C'est la deuxième institution de l'État. Et l'image de la corruption est collée à cette infrastructure. Alors, il n'est pas interdit qu'on affecte 1 ou 2 ministères à ces infrastructures, quitte à penser autrement à d'autres infrastructures, parce qu'il faut encore 18 milliards. Pour finir ces travaux-là, alors qu'on en a englouti plus d'une quarantaine, je crois qu'on ne perd rien. En plus de l'image de ce Parlement-là, ce n'est pas trop fait que d'affecter ce temple de la corruption à autre infrastructure. Peut-être que l'audit demandé par le gouvernement actuel pour nous amener là, on n'en sait rien. Attendons donc que l'audit soit réalisé et pour que le gouvernement puisse prendre les dispositions idoines, responsables, pour pouvoir donc nous démêler les chevaux par rapport à ce dossier-là. Nous voulons savoir ceux qui sont impliqués dans cette affaire. On nous a dit qu'il y a des députés qui sont des opérateurs économiques, qui ont pris l'argent public. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent public? Est-ce qu'ils ont fait les prestations pour lesquelles ils ont pris de l'argent? Il faut qu'on puisse savoir tout ça. Deuxième sujet, mise en place d'une flotte de taxis dans les villes du Bénin. Cela répond à quel besoin? Oui, j'avoue que par rapport à ce dossier, je suis un peu perplexe parce que je suis usager béninois comme tout le monde et j'emprunte les voies béninoises. Et je pense que si la population a aujourd'hui une priorité, c'est par rapport aux voies.
Vous imaginez quand vous habitez à Bomé-Calavi, pour quitter Bomé-Calavi pour venir à Cotonou aujourd'hui, c'est un casse-tête chinois, c'est un chemin de croix. Et les populations voudraient véritablement que le gouvernement actuel donc, puisse avoir comme priorité, qu'on appelle tracer de nouvelles voies, donc pour pouvoir donc permettre, faciliter la mobilité urbaine. Mais je me dis certainement que le gouvernement a prévu qu'il y ait dans les prochains jours une flotte par rapport aux taxis qui seront mis en œuvre. De mon point de vue, ce n'est qu'un pas. Hein? Et le gouvernement a dit, voilà, c'est que l'ambition que j'ai. J'ai dit, je mets ça sous la coupe d'une ambition que le gouvernement a, étant donné que le gouvernement, dans le même temps, a dit qu'il a un programme d'action du gouvernement avec près de 900 projets. Et parmi ces projets, il y a des projets... 289 projets, autant pour moi. Donc, et parmi ces 289 projets, il y a beaucoup d'infrastructures routières à réaliser. Et je mets donc sur la coupe cette flore, comme quoi c'est une ambition. N'est-ce pas mettre non, les charrues ne sont pas... Non, de mon point de vue, les charrues ne sont pas mises... Lui, t'étais bien. Les charrues ne sont pas mises avant les bœufs. Le gouvernement a dit, voilà l'ambition que j'ai, je vais donc créer une flotte de taxis. Mais dans le même temps, j'ai qu'on appelle des préalables à réaliser par rapport au programme d'action du gouvernement. Donc, attendons de voir dans la mise en œuvre comment le gouvernement va pouvoir donc œuvrer. Oui. Quand on entend les personnes proches du dossier parler, c'est d'abord dans un but touristique que le gouvernement a décidé de l'installation de cette flotte de 300 taxis. Mais au-delà de ça, il y a des questions, il y a des préalables qu'il faut régler. Ça pose des problèmes sociaux. Il y a d'abord... que deviennent nos M? Oui, mais avant ça, ce sont des opérateurs, ce sont des Béninois, des opérateurs donc privés, du moins des personnes privées qu'on engage dans le processus de taxi neuf. Et donc le gouvernement se porte garant de l'activité, donc des prêts qu'ils auront opérés auprès des banques. Mais cela dit, eh bien, il s'agit de taxis neufs. Donc ces taxis, je ne les vois pas prendre du carburant au bord de la voie. Et ça a un coût. Il y a une différence aujourd'hui d'au moins 150 francs entre l'essence, le litre d'essence à la pompe et l'essence à la pompe. Cela a de répercussions nettes sur le coût, naturellement, de Cotonou, de Tokpa à Calavi. Pour les taxis ordinaires, aujourd'hui, c'est 500 francs. C'est parce que l'essence a été prise au bord de la voie. Si l'essence a été prise désormais dans les stations-service, naturellement, le coût du transport va augmenter, puisqu'il faut rentabiliser l'activité. En plus de ça, nous n'avons pas d'infrastructure routière. Ces véhicules-là auront du mal à résister à l'état de nos voies. Et donc, il y a un ensemble. La volonté du gouvernement de le faire, il faut l'encourager, mais ces questions-là, il faut les régler. Bon, on m'a dit qu'on formera ceux-là, les 300 qui seront concernés par ce dossier, ce business, j'allais dire, à l'accueil de leurs consommateurs, etc. C'est bon, mais l'autre défi aussi, c'est le défi de la transparence. Parce qu'on a dit, le ministre d'État chargé, secrétaire général de la présidence, nous a dit qu'un individu ne peut pas avoir plus de 10 taxis neufs. Nous savons comment ça se passe, et j'ose croire qu'au ministère du Plan et du Développement, chargé de ce dossier-là, on va jouer la transparence pour que... Ce dossier pose quand même un problème. Les conducteurs de taxis moto vont devenir quoi? C'est un choix à faire. Nous sommes sur un marché, je suis libre de prendre du ZEM, je suis libre de prendre du taxi ancien ou je suis libre de prendre du taxi neuf. Seulement que les ZEM constituent un problème majeur. Non seulement de pollution, mais dans la circulation. Et donc, ils sont des concurrents, de véritables concurrents pour ces 300 nouveaux véhicules. Et donc, je n'ose pas croire que... Je suppose même que sur les 300, il y ait 100 conducteurs de taxi-moto qui soient reconvertis à cette activité. C'est sûr qu'il y aura 100 autres ou 200 autres qui vont revenir dans cette activité. Est-ce qu'il y a un projet pour les conducteurs de taxi-moto? En tout cas, de mon point de vue, je n'en connais pas aujourd'hui. Un projet de reconversion. Mais je dis, pour revenir par rapport à ce que j'ai dit tantôt, que le gouvernement n'a annoncé qu'une ambition, de créer donc une flotte de taxis dans les grandes villes du Bénin. Hein? Et que dans le même temps, je disais tantôt que le gouvernement a fait sortir son programme d'action du gouvernement, qui a prévu donc un certain nombre d'infrastructures. Et je l'ai dit tantôt qu'aujourd'hui, pour la population, la préoccupation, c'est qu'il faut qu'il y ait une fluidité par rapport à la mobilité urbaine. Est-ce que vous voyez? N'y a-t-il pas contradiction à vouloir créer des emplois, fussent-ils
N'y a-t-il pas de contradiction à vouloir supprimer des emplois futiles précaires et à vouloir en créer d'autres dont on ignore pour l'instant la prospérité? Le gouvernement n'a jamais comme ambition de supprimer un emploi. Je vous le dis, mais... Non, on est dans une économie libérale depuis février 1990. On est dans une économie libérale. Donc, celui qui veut... Le gouvernement a beau créer cette flotte, mais je peux vous dire que vous et moi et les Béninois peuvent voir les taxis là, ne pas prendre les taxis et pouvoir donc toujours choisir et aller avec ZEM. Puisque avec le ZEM, dans la même peut-être même à côté de son lit, de son matelas. Donc, c'est vrai que nous sommes dans une économie libérale et que le gouvernement, enfin, qu'il y ait une multitude de choix par rapport aux usagers. On aurait souhaité que les premières cibles de ce projet soient les conducteurs de taxi-moto. On règle non seulement les problèmes de pollution, mais on règle le problème de leur reconversion à d'autres activités. Le gouvernement, peut-être, ce n'est qu'une première expérience pour ce qu'on nous a dit, parce qu'il y a le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, nous a parlé des principales villes du pays. On commencera certainement par Cotonou avec les problèmes et au fil du temps, on apportera peut-être des solutions, mais il faut que la transparence règne dans l'attribution de cet assis. Nous allons suivre les échos du web, mais n'oublions pas que le chef de l'État est allé dans le septentrion. Les vrais enjeux de ce déplacement à Paul-Américo Adjoli. Le chef de l'État, c'est le président de tout le peuple béninois. Donc le président, depuis lors qu'il a été élu le 20 mars dernier, donc installé le 6 avril dernier, vous êtes dans le pays, vous constatez que depuis, il n'est pas allé à l'intérieur. Si aujourd'hui le président décide d'aller à l'intérieur, donc pour prendre langue avec les populations de l'intérieur, c'est une très bonne chose. Parce que les populations de l'intérieur ont également besoin de voir... C'est pas forcément une opération de charme. Non, pas une opération de charme. Le président est allé au contact de sa population. Peut-être en profitera-t-il pour régler certains problèmes, les problèmes de conflit qu'il y a à Sémérin. Oui. Le président, il ne faut pas faire langue de bois. Le président a été à Parakou, qui est donc la ville phare du septentrion, et après, le samedi dernier, il était donc à Sémérin. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'à Sémérin, ces derniers jours, il y a eu des événements malheureux par rapport qu'on appelle une affaire religieuse. Donc, le chef d'État à Cotonou ici était intervenu dans la résolution de crise de nos frères protestants. Et si donc au niveau des musulmans, il y a également une crise, c'est de bon droit que vous avez dit, ce serait une très bonne chose que le chef d'État puisse également aller. Et donc, pour ne pas donner l'impression qu'il priorise une religion par rapport à une autre. Donc, partout, le besoin est le chef d'État en tant que... Vous m'excusez le thème que je n'aime pas trop en tant que père de la nation, donc que le chef d'État puisse donc aller partout où il faut qu'il puisse donc intervenir pour que la paix règne dans le pays. Oui, un mot là-dessus. Le président Talon est allé à Parakou, mais derrière cette opération, il y a un gain politique. C'est le premier contact public du président de la République depuis 7 mois. C'est le premier, il est allé à des localités, à des lieux, mais de manière très privée. Le président de la République n'est pas politique. Le président de la République est bien politique. C'est un opérateur économique? Non, il est dans une fonction politique. Nous lui avons confié une fonction politique. Et par conséquent, aller à Parakou, on a constaté que le premier bénéficiaire de cette visite, c'est d'abord le maire de Parakou, Charles Tokor. On connaît ses proximités avec le président de la République, mais ça permet également d'écouter les composantes de Parakou. Nous avons vu des députés, des anciens députés, Karim Tchabisika par exemple, qui est venu. Il y a un certain nombre de cadres qui ont écouté le président de la République, avec qui le président de la République a parlé. C'est toujours bon. Et de Parakou à Sémérin, ce sont les mêmes opérations. Derrière Apol, que vous ne voyez pas, il y a un gain politique. Le président de la République, il ne sort pas, on ne le voit pas à la télévision souvent, et le voit aussi, ça attire de la foule aussi. Je disais tantôt ici, vous me permettez, qu'on a fini avec la gouvernance de fanfaronnade. Le chef d'État est allé à l'intérieur du pays. Et je ne voudrais pas qu'on donne une condamnation politique à ça. C'est vrai qu'il est dans une fonction politique, mais je vous dis, comme les Béninois, comme les Béninois, il y a des questions oui, sociales comme les Béninois, comme les Béninois de Cotonou, comme les Béninois de Cotonou, les Béninois de l'intérieur ont besoin de voir de leur chef d'État. Tout à fait, tout à fait. Savoir que souvent les gens disent, on ne voit pas notre chef d'État. Parce que justement, dans le passé récent, le président n'est pas populiste, on le sait. Cette gouvernance-ci, c'est une gouvernance, comme l'a dit... D'accord. C'est la norme. Apple nous a dit qu'il n'est pas le porte-parole du gouvernement. Apple nous a dit qu'il n'est pas le porte-parole du gouvernement, mais il n'en est pas loin. De normocommunication, on passe... C'est la normogouvernance. Voilà, on passe à la normogouvernance. Alors, l'information, c'est aussi sur la toile
Cette semaine, nous avons la revue web qui nous est rédigée par Yves Patrick Loco. Suivons la revue web. Le milliardaire républicain Donald Trump est élu président des États-Unis d'Amérique face à la démocrate Hillary Clinton au terme du scrutin du 8 novembre. Déjà, des dictateurs africains jubilent à en croire le site internet de RFI Afrique. Le président burundais Pierre Nkurunziza a été le premier à saluer la victoire de Donald Trump sur son compte Twitter, estimant que cette victoire est celle de tous les Américains. Il sera suivi par d'autres chefs d'État africains. Obama, le gendarme, est en train de partir, ce qui peut légitimement justifier leur joie. Trump est lui-même conscient qu'il va être à la tête de la première puissance mondiale. Cela implique nécessairement une approche prudente dans les relations internationales. Il y aura donc des changements significatifs entre Trump candidat et Trump président. Gilles Yabi, notre compatriote, a espoir que les menaces de Trump ne seront pas une réalité. Dans une interview publiée par le site du magazine Jeune Afrique, le président du think tank Wati estime tout de même qu'il ne fera pas de cadeau à l'Afrique. Un autre son de cloche, c'est celui d'un autre compatriote. Sur sa page Facebook, l'écrivain Florent Kouaouzoti écrit qu'en 2008, les Africains ont dansé le cha-cha-cha à l'américaine, heureux que celui qui est à moitié africain, Obama, soit devenu le président des citoyens du pays de l'oncle Sam. Et pourtant, bien que le fils de Kogelo ait eu 2 mandats, rien n'a changé pour l'Afrique, encore moins pour les Africains américains. Et pourquoi avec Trump, ouvre-t-on encore ici en Afrique la boîte aux lamentations, se demande l'auteur. Laissons l'actualité états-unienne pour aller au bord de la lagune Ébriée. Toujours avec le site de Jeune Afrique. Alors que les Américains étaient aux urnes, le président ivoirien rendait la nouvelle constitution exécutoire en la promulguant ce mardi 8 novembre 2016, ce qui permet à la Côte d'Ivoire d'entrer officiellement dans la Troisième République. Ainsi va le web ces 7 derniers jours. Merci pour l'attention. Merci Yves Patrick Loco. Apol Emerico Ayovi, comment est-ce que l'Afrique a vécu l'élection de Trump? Eh bien, les Africains demeurent les Africains et les Américains demeurent les Américains. Donc, quand il y a une élection en Amérique, ce sont les Américains qui désignent le président. Et je crois que les Américains ont désigné le président. Et je ne vois pas quel intérêt un Africain à jubiler ou à être mécontent par rapport à ça. Donc c'est pour dire, par rapport à qu'on appelle ton... Même les Américains ne sont pas contents. Oui, les Américains ne sont pas contents. Il y a des marches dans les rues. Ils ne sont pas contents. Les Américains... Lorsque ça se passe dans plusieurs villes, on dit que c'est les Américains. Oui, enfin, vous permettez, il y a eu des Américains qui ont protesté, comme quoi, écoute, ce n'est pas notre président, c'est leur droit. Puisque ce n'est pas sans savoir que l'Amérique, c'est un État de vieille démocratie. Et donc exprimer leur opinion. Mais j'ai dit une fois encore, ce sont les Américains qui élisent le président. Les Africains, de mon point de vue, doivent pouvoir se prendre en charge et ne pas donc lier leur destin par rapport à l'Amérique. Se prendre en charge. Merci. Voilà. L'avenir sécuritaire de l'Afrique dans la nouvelle politique américaine. Oui, l'avenir sécuritaire de l'Afrique, je préfère parler de l'avenir économique de l'Afrique, parce que la sécurité repose sur l'économie aussi. Mais d'abord, la réflexion... La lutte contre les djihadistes. Je suis d'accord. La réflexion qu'a suscité l'élection de Trump est due au fait que tout le monde s'attendait à l'élection de Hillary Clinton. Parce que, 194 médias américains sur 200 l'ont donnée favorite. C'est elle qui devait être élue présidente. Et les choses se sont passées autrement. C'est un président qui n'a pas eu de cellule de communication, c'est un président qui est autodidacte, qui a tout fait à sa manière, à sa guise. Ce qui et puisque vous parlez de questions sécuritaires, ce qui pourrait indisposer, c'est son message raciste, islamophobe, xénophobe pendant la campagne, brutal pendant la campagne présidentielle. Le problème des 11 millions de sans-papiers. Je suis d'accord. Mais les États-Unis demeurent jusqu'à nouvel ordre comme un pays d'accueil, un pays pacifique. L'essor de l'Afrique... Croyez-vous que Trump va changer à l'épreuve du pouvoir? Mais ce n'est pas évident. Le candidat Trump... On a vu Sarkozy en campagne. Mais on a vu l'homme président aux affaires. Oui, Trump est obligé. Il va rentrer dans le nouvel habit de président des États-Unis. Il est obligé de s'assagir un tout petit peu. Mais l'instinct reste en l'homme.
quoi qu'on dise. Lorsqu'il dit, par exemple, qu'il va mettre fin à un certain nombre d'accords de libre-échange, l'accord de libre-échange entre la TTIP, entre les États-Unis et l'Union européenne, et il va mettre fin à l'accord de libre-échange entre l'Amérique du Nord et les États-Unis, et l'autre accord qui concerne 11 pays de l'Asie et du Pacifique, il compte y mettre un terme. C'est un problème économique que cela pose. Mais le problème aussi, parce que sur ces pages, c'est clair, il compte tasser à 45%, à plus de 45% ou environ 45%, tout ce qui est produit importé de la Chine. Comprenez donc que dans cette menace-là, des entrepreneurs chinois, des entrepreneurs européens qui sont installés aux États-Unis puissent chercher d'autres horizons. D'autres horizons, du moins la première orientation possible, c'est donc la Chine. Donc la politique de Donald Trump pourrait donc profiter à la Chine. La Chine, en engrangeant ses fuites d'entrepreneurs de tous horizons, peut se renforcer et continuer à tenir tête aux États-Unis. Mais puisqu'on parle de plan sécuritaire, le dangereux, c'est la proximité nette entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine. Vous savez que Vladimir Poutine est aux côtés de Bachar al-Assad de la Syrie. Donc si Donald Trump, Vladimir Poutine et Bachar al-Assad se consolident, le monde pourrait se sentir en danger. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a la force du Congrès sur les décisions du président, et donc il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut, à la manière qu'il veut, mais l'orientation de la politique américaine demeure l'apanage de Donald Trump. Vous savez, par rapport à l'élection de Donald Trump, il y a, une lecture très simple des choses. Donald Trump, il a dit aux Américains ce que l'Américain aime écouter. Et donc, pour se faire élire. Aujourd'hui, il est élu. Aujourd'hui, président. Il est élu président donc, des États-Unis. Donc, en attendant le 12 décembre, pour que la Chambre des représentants puisse confirmer son élection. Entre le discours de campagne et le discours de la gouvernance, de mon point de vue, il y a toujours une différence. Il y a un grand écart. Donc, vous permettez que je puisse donc m'exprimer par rapport à ma langue nationale et donc gain, oui. Donc, de mon point de vue, c'est-à-dire, je veux dire que quoi? Le président ne gouverne pas seul. Le président ne gouverne pas seul. N'oubliez pas que tous les présidents ne parlent pas fond. Oui, je suis d'accord. Il fallait forcément traduire. Le président ne gouverne pas seul. Donc, Donald Trump, il a tenu un discours que l'Américain souche veut écouter, et aujourd'hui, il est président. Donc, par rapport à ta gouvernance, je crois qu'il n'aura pas le choix. Il doit pouvoir donc être dans la réelle politique, et donc, qu'on appelle défendre les intérêts de l'Amérique. Oui. Et je ne voulais pas être un oiseau de mauvaise augure. Vous n'êtes pas sans savoir qu'un président américain en plein exercice a été abattu en Amérique. Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure, je dis une fois encore. Si Trump s'adhère à aller dans la déviance, je crois que les Américains vont lui dire, monsieur, non, attendons, il faut que tu puisses te mettre dans le droit chemin. Dites-nous, l'isolationnisme annoncé par Trump ne serait-il pas un boulevard pour permettre aux dictateurs africains de rester accrochés au pouvoir? Je vous dis, comme l'a dit le général de Gaulle, pour le paraphraser en disant que la France n'a que des intérêts, l'Amérique n'a que des intérêts. Donc, Trump n'a pas dû par rapport à ces dictateurs africains dont vous parlez. Et tout, on dit qu'il y a un Nkurunziza et puis encore un autre, le Congolais, qui devait partir le 19 décembre prochain et qui s'accroche un peu. Écoutez, Trump ne les connaît même pas, de mon point de vue. Et qu'ils n'ont qu'à plutôt s'occuper de leur pays et faire ce que la constitution de leur pays prévoit, que de dire que Trump, par rapport à son discours, va pouvoir les maintenir au pouvoir. Il se trompe, il se met le doigt dans l'œil. Dans tous les cas, que va devenir l'avenir de l'aide au développement avec le MCA? C'est fondamental, c'est une politique et je ne peux pas croire que Trump mettra un terme à tout ça. Les États-Unis ont besoin d'avoir un certain nombre de contrôles sur un certain nombre d'États, d'avoir des entrées commerciales, sécuritaires dans un certain nombre de pays. Et donc, il a un minimum de choses. Encore que ces projets-là sont passés d'abord par le Congrès, donc il ne pourra pas mettre un terme à tout ça. MCI, il y a beaucoup qui sont inquiets, mais il va faire ce qu'il veut faire. Il va couper le bureau
évolueront pas en droit selon sa politique et selon son camp politique. Dans tous les cas, lui-même à l'intérieur du camp des Républicains, il n'a pas le chemin totalement ouvert parce qu'il y a des antagonismes à l'intérieur. Il va se plier un peu. L'essentiel, c'est qu'il ne soit pas le nouvel Hitler. Oui, et Trump a rencontré Obama. Apparemment, ça s'est bien passé. Leur séance de travail, ça s'est bien passé. Et il se dit pressé de travailler et de recevoir les conseils d'Obama. C'est une tradition en Amérique que quand un président est nouvellement élu, que celui qui en insiste en attendant donc de lui passer service, donc lui fait le point. Oui, c'est ça. Et donc, lui apprenne à être président. Ah bon, enfin, si c'est le thème que vous préférez, donc lui fasse un certain point et que donc désormais, à partir donc, du 8 novembre dernier, une fois désormais par rapport aux certaines grandes orientations par rapport à la politique de l'Amérique, Obama va pouvoir donc prendre le point de vue de Trump, puisque déjà là, il doit pouvoir donc lui passer la main. Donc, une fois le service passé, c'est fini. Pardon? Une fois le service passé, c'est fini. C'est fini. L'autre pays prend la relève. Il se dit pressé de prendre le pouvoir et de recevoir ses conseils. Il va falloir qu'il se calme et qu'il attend le 20 janvier prochain. Vous voulez vous dire un mot là-dessus? On va voir. Nous avons janvier, février, mars pour voir le nouveau visage des États-Unis et l'orientation stratégique de Donald Trump. On aura de gré à moudre certainement que... mais il faut comprendre par rapport à l'élection de Trump que les grands médias américains ont été désabusés pour l'essentiel. Et on risque d'assister à la même chose en France pour les prochaines élections parce que les blocs se déplacent à l'intérieur des États. Hollande, il y a des socialistes qui pourront ne plus voter Hollande aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient. Et donc, c'est une nouvelle façon qui s'instaure dans ces États-là, qui nous servent de guide dans notre processus démocratique. Merci. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Constant Yawedeu est là, il nous attend. Avec Constant Yawedeu, nous allons animer la rubrique Le médiateur de la presse. Qui ne vont pas voter Sarkozy ou bien Juppé pour un peu faire l'équilibre par rapport à... Merci. Qui détermine l'essentiel de ces élections. Merci. Mais en attendant de recevoir Constant Yawedeu pour animer la rubrique Le médiateur de la presse, nous allons suivre notre rubrique Caricacho. La sécurité au Bénin sous 3 petites formes. C'est le sujet de quelques caricatures cette semaine. Patrick Diossou nous en raconte un bout à travers Caricacho ce jour. Suivons-le. Trois sujets pour 3 quotidiens différents. Et la sécurité comme fil d'Ariane dans ce labyrinthe caricatural hebdomadaire. Fraternellement, le quotidien Fraternité affiche comme titre de caricature à sa une « Force unique de sécurité ». Le caricaturiste l'enfant Claudio capture alors au crayon un agent hybride policier et gendarme avec 3 bras dont 2 sont armés de pistolets braqués sur un supposé braqueur armé, lui, de coutelas. Et le prétendu suspect, arme blanche en main, fulmine. Il faudra que nous aussi on s'unisse. Ce qui semble osé dans cette caricature, c'est la 3e main posée dans l'entrejambe de l'agent poulet maréchaussée ayant l'air de Gaboulou. Jambe au cou, voilà une expression qui pourrait marcher pour ce dessin-ci, où Roma 16 du quotidien Le Progrès fait progresser à vive allure un homme, portant dans ses bras sa femme visiblement mal en point, et le sieur de Criae. Un docteur, vite !» À l'horizon, aucune âme vivante, ou plutôt si, une grenouille qui coasse et lui répond « Ouah !» comme par étonnement. « Quoi ? Que veux-tu » ou « Que veux-tu dire ? Un docteur ici ? Ben, j'ai un stéthoscope à côté. Avec mes yeux globuleux, je pourrais peut-être examiner ta femme, déterminer sa maladie, déminer ses mots, terminer sa crise et miner tes cris. Bref, sécurité sanitaire absente ici où il n'y a pas eu de service minimum. Service maximum pour sécurité sanitaire, on se lève tôt le matin pour le constater au quotidien Le Matin avec l'illustrateur Kosoko qui présente une scène où une mère interroge. « Mon fils, depuis quand as-tu pris une seconde femme ?» Et le fils de dire « Mais maman, c'est toujours Anita. Elle s'est dépigmentée un peu seulement. » Et la mère de répliquer « Ah, ça, ce n'est pas un peu seulement, hein? Et vos enfants vont-ils être dépigmentés aussi à leur tour ?» Belle question quand l'on voit que certaines personnes naissent noires, grandissent blanches et vieillissent multicolores, le visage yuki jaune, le cou Fanta orange, les mains mocha marron et les pieds Coca-Cola rouge au vin. Pour Caricacho,
prochain dimanche, une autre manche. Merci Patrick Gassou. À Paul, la décision de marier la gendarmerie avec la police nationale, pour cela, qui est-ce qui va s'occuper de la dot? Ou plus sérieusement, serait-ce juste qu'on applaudisse l'exception béninoise pour des corps constitués hérités de l'Occident? Vous savez, par rapport à ce dossier, moi, je suis dans l'attentisme pour voir ce que ça va donner. Parce que les gens disent que dans d'autres pays, comme le Ghana, ou je ne me rappelle plus les pays que les gens ont cités, qu'il n'y a pas la gendarmerie, il n'y a que la police. Donc c'est surtout dans les pays sur la bannière francophone qu'il y a la police et la gendarmerie. Et la règle, c'est que la police s'occupe de la ville et puis la gendarmerie de l'intérieur. Bon, le gouvernement a mis en place une commission donc pour pouvoir réfléchir à la question, voir sa faisabilité. Comme je vous le disais tantôt, je suis dans l'attentisme d'attendre de voir ce que ça va donner. Et donc c'est dans la mise en œuvre qu'on va pouvoir donc apprécier si c'est bon ou pas. Voilà. Alors, grève donc des agents du ministère de la Santé sans service minimum, les agents travaillant dans les hôpitaux sans service minimum. La question c'est ceci, serment d'Hippocrate pour sauver partout des vies humaines ou serment d'hypocrite pour sauver sa poche? Ma position est claire. Si j'avais un minimum de pouvoir, on trouverait tous les moyens pour interdire la grève dans le secteur de la santé. Mais avant ça, il faut régler les problèmes qui sont essentiels à eux. Il faut que l'entente prévale pour qu'on n'assiste pas. Ceux qui sont morts de ces grèves-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ils ne reviennent plus en vie. Donc il faut nécessairement qu'on puisse assainir. Ça fait partie des secteurs vitaux sur lesquels il faut travailler et faire en sorte que l'on puisse trouver les solutions idoines. Juste un mot sur la dépigmentation, Apollo Mérico. Oui, ce n'est pas une bonne chose. Mais permettez que je revienne par rapport à la santé. Nous avons très peu de minutes là. Tout à fait. C'est pour dire que quoi? Je pense qu'un gouvernement sérieux ne peut jamais accepter pour des questions de primes qu'on prenne les Béninois dans recouvrer leur santé. Je demande à ceux personnels de la santé, je leur demande de se regarder, de se mirer pour dire ce qu'ils font là. Il y a également les parents, eux, qui en pâtissent. Attention, attention, il y a danger. Un mot sur la dépigmentation, vous. Mais c'est mauvais. Vous voyez parfois de ces dames nées belles, de ces filles nées belles, mais qui finissent mal. Il y a des problèmes de cancer qui pointent à l'horizon. C'est tellement que ce sont les dermatologues qui seront les plus sollicités dans les prochaines années parce que nous aurons suffisamment de problèmes de peau. Nous allons passer à la rubrique suivante. Le médiateur de la presse, c'est avec Constant Yaouedou, il est là. Vous remercier. Constant, bonsoir. Bonsoir. Alors, la dernière fois, vous avez été annoncé, mais malheureusement, il y a eu un couac. Oui, au niveau de Alada, avec les camions qui ont créé un peu de go-slow, ça nous a fait retarder beaucoup. Et nous présentons nos excuses aux téléspectateurs. Alors, certains journalistes mélangent les faits. Ils font des commentaires. Et puis tout cela, on met ça sur les réseaux sociaux et tout ça. Qu'est-ce que le médiateur de la presse a à leur conseiller? Oui, je crois que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres et nous luttons tous les jours pour que... En matière de déontologie? En matière de déontologie, que les médias fassent beaucoup de commentaires pour éclairer, mais il faut nécessairement faire l'effort de séparer les faits des commentaires. Les faits, c'est ce que tout le monde voit, c'est ce que Je précise que la séparation des faits du commentaire, des faits des commentaires, c'est dans les médias aussi bien traditionnels que dans les médias nouveaux. Oui, c'est partout. Il y a deux manières d'aborder la question de mélange des faits des commentaires. Il y a la façon naturelle et naïve, je vais dire, avec laquelle nous rentrons dedans. Je donne juste un exemple. Quand nous parlons, je parle d'accident tout à l'heure, quand nous parlons d'accidents graves, par exemple, déjà nous sommes en train de faire des commentaires en disant grave accident à Alada, 2 morts, 5 blessés. Nous sommes déjà dans des commentaires. Vous voyez un peu. Donc ça ne donne pas, on ne voit pas trop ça. Mais l'autre
que nous inculpons surtout, c'est ce qui conduit à la diffamation, à la calomnie, en faisant, au lieu de raconter exactement ce que nous avons vu sur place, nous nous permettons de qualifier les faits, et c'est ça qui nous conduit souvent à la diffamation. Oui, la chose est donc proscrite par la déontologie. Et que dit l'article 8 de la déontologie, de la déontologie béninoise? Oui, l'article dit exactement ceci: le journaliste est libre de prendre position sur n'importe quelle question. Il a l'obligation de séparer le commentaire des faits. Dans le commentaire, il doit tenir le scrupule et le souci de l'équilibre pour règle première dans la publication de ces informations. Ouais. C'est-à-dire que les faits sont sacrés, vous terminez de relater les faits et vous passez maintenant aux commentaires. Parce que l'auditeur, le téléspectateur... Deux rubriques différentes. Deux rubriques différentes. Pas dans le même article, pas dans le même papier. Pas du tout. Parce que chacun est libre d'avoir ses impressions sur les faits que vous relatez. Et aujourd'hui, les multimédias permettent de suivre beaucoup d'informations en même temps. Donc, avant, c'est... Parce que tout le monde ne suivait pas, il fallait rapporter qu'en rapportant, on ajoute du sien. Mais aujourd'hui, tout le monde voit les mêmes choses, c'est les faits. Et les commentaires, chacun peut faire le commentaire qu'il veut. À son avis, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Et puis, il y a beaucoup de dérapages sur les médias sociaux. Je veux parler notamment de WhatsApp. Les journalistes voient des messages, on leur envoie des messages sans vérifier ces messages, ils les balancent à autrui. Qu'est-ce que vous avez à conseiller aux journalistes qui s'adonnent à cette pratique? C'est très dangereux parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ce que nous faisons, nous sommes des éducateurs, nous ne pouvons pas permettre à ce que nos populations ne nous fassent plus confiance. Si nous ne pouvons pas, nous qu'ils écoutent tous les jours, nous ne pouvons pas leur permettre de nous croire, de croire ce que nous leur apportons. C'est trop dangereux parce que les médias sont vraiment sensibles dans le développement et l'apaisement social dans les pays. Qu'est-ce que les journalistes béninois doivent retenir de la diffusion des informations non vérifiées? Il faut tout simplement s'abstenir. Constant Yaoulou est directeur de Radio Planète. Il est membre de l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias. Donc merci, vous êtes venu nous dire un peu comment il faut s'y prendre à l'avenir. J'espère vous recevoir une autre fois sur ce plateau. Merci. Oui, je précise que la semaine prochaine, c'est Jocelyne Adaye qui viendra animer avec nous, le médiateur de la presse. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour Club Média 7 de ce dimanche 13 novembre 2016. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.